L'histoire qui va suivre a été réellement vécue dans un coin de Kabylie, desservi par une route, ayant une école minuscule, une mosquée blanche, visible de loin, et plusieurs maisons surmontées d'un étage. On admettra sans doute qu'un cadre si ordinaire ne soit le témoin que de banales existences, car les principaux personnages dont l'histoire sera relatée n'ont rien d'exceptionnel. Le lecteur doit en être tout de suite averti. Tout au plus pourrait-on s'étonner que l'un d'entre eux soit une Parisienne. Mais comment supposer en effet qu'à Erensman puisse vivre cloîtrée une Française de Paris? Le village est assez laid, il faut en convenir. On doit l'imaginer plaqué au haut d'une colline, telle une grosse calotte blanchâtre, et frangée d'un monceau de verdure. La route serpente avec mauvaise grâce avant d'y arriver. Elle part de la ville, cette route, et il faut 2 heures pour la parcourir quand l'auto est solide. On roule d'abord sur un tronçon caillassé, bien entretenu, puis après, c'est fini. On change de commune. On s'engage selon le temps, dans la poussière ou la boue. On monte, on zigzague follement au-dessus des précipices. On s'arrête pour souffler, on cale les roues, on remplit le réservoir. Puis, on monte encore. Ordinairement, après avoir passé les virages dangereux et les ponts étroits, on arrive enfin. En fait, une entrée bruyante et triomphale on fait au village d'Erensman. C'est ainsi que débarqua par un après-midi de printemps la Parisienne, qui mit en émoi tout le village. Cependant, l'événement ne dépassa pas en portée tant d'autres, qui, de temps en temps, éveillent inopportunément la curiosité des gens et secouent la torpeur du village. Pour les enfants, ce fut d'abord la ruée vers le taxi insolite qu'ils entourèrent. Puis ils escortèrent sans façon le couple, laissant repartir le grand chauffeur brun, barbu, en chéchia, comme eux, et vêtu d'une veste de cuir. La belle dame leur souriait comme une reine condescendante. Elle dit à son compagnon: « Tiens, voilà des Kabyles. » C'était une invitation à la suivre. Le monsieur convenait bien à la dame. Lui aussi portait beau, quoique son teint ne fût pas très clair. Il n'avait ni moustache, ni coiffure, mais les enfants l'identifièrent dès qu'il rencontra des hommes. Le premier qui vint à lui baisa sa tête et sa main, l'appela Amar Ourqassi, lui dit que sa mère allait être heureuse de le voir et qu'elle avait une grande chance de l'avoir attendu pour mourir. Il daigna à peine poser son regard sur la dame qui pourtant continuait de sourire. Elle ne comprenait pas le kabyle, c'était visible. Amar Ourqassi devenait de plus en plus timide, rougissait davantage. À chaque rencontre, il semblait vouloir s'excuser auprès de tous les vieux, ces vieux qu'il avait abandonnés, Dieu sait depuis quand. Avec les jeunes, il était plus à l'aise. Les enfants comprirent que ce monsieur impressionnant n'était que le fils perdu de la vieille Kamuma. Il baissa beaucoup dans leur estime, mais ils prirent en pitié la belle dame. Leur regard devint plus doux. Les hommes semblaient moins étonnés que contrariés de voir arriver chez eux une Taromith. Ceux qu'on croisait s'en allaient en dissimulant leur ironie sous leurs paupières baissées, avec en coin des lèvres un pli imperceptible de moue désapprobatrice. Les jeunes femmes qui passaient par hasard regardaient hardiment la dame,
puis on les entendait chuchoter et rire. Deux vieilles rebroussèrent chemin après avoir embrassé Hammer et gratifié sa compagne d'un grand bonjour. Elles comptaient prévenir Kamuma et hâter le pas dans un effort de tout leur vieux corps qui faisait frétiller sur leurs jambes sèches leurs nippes décolorées. Le couple avançait avec circonspection, car on entrait maintenant dans la grande rue du village. Si on ne peut pas deviner à quoi pense exactement la dame et d'où vient sa timidité, on peut par contre comprendre l'embarras d'Hammer. Il n'avait pas songé à l'opinion publique. Et maintenant il recule. Il ne veut pas l'affronter crânement. Non, ce n'est pas le dépotoir public d'ordures formant une butte énorme précisément devant eux, ce n'est pas non plus cette pauvre rue informe, étroite, ravinée, boueuse, ce n'est pas la vue de ces choses qui le font rougir devant sa femme. Il ne se gênerait guère avec elle. D'ailleurs, il lui avait déjà décrit tout cela. Mais voilà, il était au pied du mur. Il sent un vague reproche même dans les choses. Ces fanges bleuâtres qui sortent en rigole des maisons, ces pâtés d'excréments qui pourrissent dans les recoins, ces murs à moitié écroulés et rapiécés de clair en roseaux, ces gourbilles minuscules, enfumées et malpropres, lui en veulent de dévoiler ainsi à une étrangère leur piteuse intimité. Cependant, l'homme, la femme, le cortège d'enfants avançaient et s'engageaient résolument dans une ruelle sombre pour se rendre chez Kamuma. La maison de Kamuma est la même où jadis naquit Hammer et où mourut Cassie. Voilà bien 10 ans en l'absence du fils prodigue. Elle n'a guère changé, doit se dire Hammer en la voyant. Un peu vieilli sans doute. Le portail vermoulu n'a plus qu'un seul battant. Il s'agira de le réparer. La courette lui paraît bien menue, très sale. Un devant d'écurie mal tenu. Il faudra s'y habituer. Des vieilles et des parentes bouchent la porte de la maison. Il essaie de reconnaître sa mère parmi toutes ces figures de parchemin, dans cet invraisemblable tas de gandoras ternes et entremêlés. Elle approche, timide et heureuse. Il attire sa tête et y dépose un baiser. « C'est ma mère, dit-il en français. » La dame embrasse follement Kamuma, et la vieille lui rend des baisers sonores, tels qu'elle aurait voulu les donner à son fils. Kamuma rit de toute la largeur de sa bouche édentée. Elle est noiraude et impressionnante, toujours aussi sèche et grande, mais voûtée et fragile comme un roseau fêlé. Des flocons de cheveux laineux apparaissent sous son foulard craquelé. Ses grands yeux noirs sont brouillés, son regard est vague, ses paupières rouges et dénudées. Elle tient son visage plissé, tout près du beau visage souriant de la dame qu'elle n'effraie pas, la regarde en clignotant et s'écarte pour la passer à d'autres. Les femmes s'en saisissent, lui donnent l'accolade, la chiffonnent sans façon, la dévisagent avec admiration, la caressent comme une poupée et n'accordent à Hammer que le baisement d'usage un peu guindé et distant. L'homme passe le seuil de sa pauvre maison et dépose une grosse valise sur le bord de la soupente. Le reste de la journée sera consacré aux salutations. Tout le monde viendra le saluer, c'est la règle. Inutile de vouloir s'impatienter puisqu'au contraire, ce qui déplaît lorsqu'on rentre de voyage, c'est de constater que beaucoup ne viennent pas, ne font pas cas de vous négligent. Pourquoi justement lui, Hammer, ne serait-il pas négligé, alors qu'il n'a jamais pensé au sien?
Voilà que maintenant il souhaite grande affluence chez lui. Cela prouverait à l'étrangère qu'on tient à lui dans le coin. Il s'assoit sur une banquette ronde, construite tout contre un pilier de la soupente, à la hauteur de la petite chèvre noire qui le regarde de ses grands yeux étonnés. Il caresse machinalement la jolie bête de sa main velue, mais propre, et songe tout de suite au service qu'elle peut leur rendre. Lait, chevreau, fumier pour le jardin. Et ma mère peut encore entretenir une chèvre. Elle n'a jamais manqué de lait. Cette constatation diminue un peu son remords. Il a comme une petite bouffée de bien-être dans le cœur. Son visage s'éclaire, prêt à sourire, et il regarde dans la cour. Elles ne veulent pas me lâcher, lui crie la dame en jetant à tout hasard un regard imprécis dans le sombre intérieur. Patience, c'est la coutume. Il n'y a pas de présentation chez nous. On embrasse tout le monde. Mais comme notre femme arrivait, suivie de 2 voisins, Kamuma entraîna la dame, la laissa près de son fils et courut prendre, sur le gros bâton de literie, une natte en doum, sur laquelle elle jeta pêle-mêle quelques couvertures de laine enfumée et un oreiller informe. Elle y fit asseoir la dame, qui s'y enfouit maladroitement, avec résignation, comme dans un paquet de linge sale. « À présent, dit Kamuma, on peut recevoir n'importe qui.